est 13 h, merci de nous suivre. Voici le sommaire de ce journal. Commune de Yopougon, le centre hospitalier universitaire fermé à partir du 1er novembre prochain pour rénovation. Les accords de marché ont été signés hier à la primature par les représentants de l'État ivoirien et les dirigeants de l'entreprise d'exécution des travaux. Réhabilitation estimée à plus de 40 milliards de francs CFA. Grand Bassam, dans la région sud du pays, cette ville historique classée en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO est frappée par de graves problèmes, vétusté des bâtiments, inondations. Alors à quand la rénovation de Grand Bassam? On en parle dans cette édition. Enfin, la ville de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, endeuillée. Un glissement de terrain a fait 42 morts. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion supervisée par le président de la République, Alassane Ouattara. Vous aurez donc plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Bientôt de gros travaux de rénovation au centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon. Cet établissement sanitaire va donc fermer ses portes au public le vendredi 1er novembre prochain. Mais avant cette réhabilitation, l'accord de marché entre l'État ivoirien et l'entreprise d'exécution des travaux a été paraphé hier à la primature. Coût de cette restauration, plus de 40 milliards de francs CFA. Les détails avec Alexis Ouedraogo. Dans 2 jours, le CHU de Yopougon sera entièrement fermé. 36 mois de travaux pour le mettre aux normes internationales et garantir la bonne santé des populations. Ce mardi à la primature, les signatures de marché pour la réhabilitation du CHU ainsi que la signature de marché pour la construction de 5 services neufs ont eu lieu. Il s'agit donc d'un marché public de conception de travaux et fourniture d'équipements médicaux et non médicaux pour la restructuration, la réhabilitation et l'équipement avec le groupe CTAO BIG, bâtiment international, pour un montant de 40 milliards 819 millions de francs. Il concerne également 5 services neufs, à savoir un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumoudi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au centre hospitalier régional d'Abangourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna avec l'opérateur Agentis International pour un montant de 22 milliards 200 millions de francs. Et les partenaires se veulent rassurants. Donc on sera très heureux de démarrer les travaux le plus rapidement possible, je dirais juste en suivant la fermeture du CHU de Yopougon. On enchaînera immédiatement pour qu'il n'y ait pas de rupture et que le délai des travaux soit optimisé. La société Agentis est fière d'apporter modestement sa contribution au rapprochement de l'administration sanitaire des populations à l'amélioration des indicateurs de santé. La rencontre a vu la signature d'un accord de cession de terrain pour la construction prochaine de l'hôpital général de Yopougon Sud. Direction Monaco, ville-État indépendant de l'Europe occidentale où se tient la 108e rencontre de l'Organisation internationale de la francophonie. La Côte d'Ivoire est représentée par son président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, va faire une importante communication lors de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. On en parle avec Abiba Dambélé-Saoué. La principauté de Monaco accueille pendant 3 jours 2 importantes rencontres. Ce mardi, la 108e session du Conseil permanent de la francophonie et mercredi, la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, participe à ces sessions de haut niveau avec à ses côtés 2 parlementaires ivoiriens. Nous avons abordé déjà les questions politiques, diplomatiques et économiques. Les questions politiques dans les différents pays de la francophonie. Par exemple, au Bénin, au Togo, au Mali
Et dans tous les pays de la francophonie, membres de la francophonie qui sont touchés par le terrorisme, demain sera la conférence ministérielle de la francophonie. Et l'occasion nous sera donnée de parler de l'environnement, des inondations, de la rareté de l'eau potable. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, fera une importante communication au cours de la conférence ministérielle de ce mercredi à Monaco. Le Conseil permanent de la francophonie est l'instance chargée de la préparation et du suivi du sommet de la francophonie. Le prochain est prévu en Tunisie en 2020. Le Conseil permanent de la francophonie est placé sous l'autorité de la conférence ministérielle. Il fait partie, avec le sommet et la conférence ministérielle, des 3 organes décisionnels consacrés par la charte de la francophonie et présidé par la secrétaire générale de cette institution, Louise Michikiwabo. Retour en Côte d'Ivoire, ce programme va permettre aux populations à faible revenu d'avoir un accès effectif à l'électricité. Le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous a été adopté hier à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières. Jean-Louis Gbangbo. Lancé en mai 2014, le programme Électricité pour tous a permis à ce jour d'électrifier 2818 localités, soit un taux de couverture de 33%. L'objectif étant de porter ce taux à 80% en 2020, ce qui correspondra à une électrification de 6700 localités. Un objectif dont la réalisation nécessite la création de ce fonds, dont l'adoption a été soumise aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Avec un fonds, vous pouvez mobiliser beaucoup plus de ressources. Et c'est justement, aujourd'hui, nous avons pu mobiliser auprès de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, un peu plus de 40 milliards de francs CFA pour le financement du PEPT. Parce que nous souhaitons aller plus loin. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter à 50% ou à 51% de taux de desserte à fin 2020. Mais l'objectif du président de la République, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens, tous les ménages puissent avoir accès à l'énergie à domicile. Les députés qui ont reconnu la nécessité de ce fonds ont plaidé pour une gestion rigoureuse avant de l'adopter à l'unanimité. Il est constitué des montants que nous allons mobiliser auprès des différents bailleurs. Il va être aussi alimenté par les ressources de l'État. Donc nous allons aussi contribuer au fonctionnement et à la mobilisation des ressources. Et au fur et à mesure que nous évoluerons, nous verrons s'il y a besoin de mobiliser d'autres ressources, éventuellement des prêts et autres. Le programme Électricité pour tous, faut-il le rappeler, permet aux couches sociales à faible revenu de ne payer que 1000 francs CFA pour accéder à l'électricité au lieu de 150 000 francs CFA. Jusqu'à ce jour, ce sont 686 000 ménages qui en ont bénéficié. Un nouveau livre en vente dans les librairies. L'histoire du Conseil constitutionnel ivoirien a été officiellement présentée. Le professeur Ouraga Obou est l'auteur de cet ouvrage d'environ 300 pages. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Histoire du Conseil constitutionnel ivoirien, 1994-2014. Titre de la dernière parution du professeur Ouraga Obou. 25 années après sa création, il était temps de marquer un arrêt pour réfléchir sur le fonctionnement de cette institution qui traite des questions juridiques. Selon l'auteur, la tendance du livre est d'en faire une juridiction compétente en matière de contentieux électoral. Dans l'opinion populaire, le Conseil constitutionnel a pour fonction essentielle les élections. Mais ce n'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel est le garant de l'état de droit, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui contrôle toutes les institutions, notamment, plus particulièrement, le Parlement qui édicte la loi. Le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, de telle sorte que le Parlement, je voudrais dire ici l'Assemblée nationale et le Sénat, de telle sorte que le législateur ne puisse pas faire des lois qui enfreignent la Constitution.
À travers ce livre qui compte 296 pages, il ne s'agira pas pour le lecteur de retracer toute l'histoire de la juridiction constitutionnelle. Un livre pointu, mais facile à parcourir et accessible à tous. Pour moi, c'est un ouvrage qui méritait d'être réalisé pour faire connaître cette institution de notre pays qui, à mon sens, est méconnue. Et venant de quelqu'un qui a vraiment travaillé au sein de cette institution, c'est un témoignage. Ancien membre du Conseil constitutionnel, le professeur Ouraga Obu est une référence en matière de droit. Auteur de plusieurs publications, il est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Toujours en Côte d'Ivoire, la rentrée solennelle des structures socio-éducatives de base. C'était le 7 octobre dernier dans la commune de Port-Bouët. Thème retenu, la qualité au cœur des actions des structures socio-éducatives de base. Salima Toudia. La démarche qualité, une des innovations de la rentrée officielle du 7 octobre des structures socio-éducatives de base pour l'année 2019-2020. Dans la commune de Port-Bouët, qui a abrité la cérémonie de rentrée solennelle, le bilan du plan d'action de l'année précédente dans les centres de protection de la petite enfance, CPPE, et les centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, a été fait par la direction de services de coordination. Nos offres de services sont en nette progression. Les CPPE, CACE sont passés de 209 à 233. Quant aux effectifs de 17 050 enfants, nous sommes à 18 531 enfants et nous continuons notre marche. De 44 complexes identifiés, l'année dernière, nous sommes à 51 complexes socio-éducatifs. L'essentiel des difficultés et contraintes majeures rencontrées dans les structures se rapporte au déficit en personnel dans toutes les structures, l'insuffisance de biens mobiliers et immobiliers. Aux 1320 acteurs de la petite enfance et du travail social, il a été demandé d'améliorer les offres de services à travers une démarche qualité. J'associe à ces salutations le directeur des systèmes d'information et son équipe. Ils ont mis à la disposition du ministère des structures socio-éducatives de base une plateforme numérique de gestion de ces structures socio-éducatives avec la possibilité de géolocalisation de le maire. Pour cette année 2019-2020, chaque structure doit tout mettre en œuvre pour améliorer davantage ses offres de services, tant en quantité qu'en qualité. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'équipements aux structures socio-éducatives de base et de vivres aux familles démunies de Port-Bouët. L'histoire et la géographie, discipline d'éducation et de développement, c'est le thème retenu pour ce colloque international qui se tient actuellement dans le district d'Abidjan. Les précisions de Sephora Zegui. Comment adapter l'histoire et la géographie, discipline d'éducation, de recherche et de développement à l'évolution de la société? Ce sujet préoccupe ces enseignants-chercheurs et professeurs nationaux et internationaux. L'histoire et la géographie sont des disciplines qui ont des valeurs sociales qui sont évidentes. Voyez-vous, rappelez-vous en 1870, lors de la guerre de Prusse, quand la France a été battue, Jules Ferry, à l'époque, avait dit que c'est l'instituteur allemand qui a gagné la guerre. Ça veut dire que ce qu'on enseigne en histoire et en géographie, ça forge, on forge l'esprit de l'enfant à devenir un citoyen responsable. Ces assises ont pour objectif de rendre un hommage à deux éminents professeurs qui ont marqué par leur enseignement et travaux de recherche les départements d'histoire et de géographie en Côte d'Ivoire. J'en suis ému, je suis agréablement surpris par la reconnaissance de mes collègues, de mes pairs. Toutes les transformations au quotidien de la société interpellent la géographie. Pour Albert Poikeus Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il est important d'apporter une nouvelle dynamique au programme d'enseignement. Le professeur d'histoire et de géographie du secondaire peut le dire en levant la tête, est celui qui contribue à former le citoyen de demain au niveau du lycée. On ne peut pas continuer à enseigner en Côte d'Ivoire des choses qui, certes importantes, mais n'ont plus d'impact sur notre société.
Pendant 3 jours, les participants au colloque international d'Abidjan vont mettre un accent particulier sur les enjeux de l'histoire et la géographie avant de faire des propositions pour l'élaboration de nouveaux curricula dans l'éducation, la recherche et le développement. Un petit tour à présent à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Cette ville a été classée en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Grand-Bassam, ville riche en histoire, connaît de graves problèmes, notamment la vétusté des bâtiments, les pluies et récentes inondations. Alors à quand la rénovation de Grand-Bassam? Serge Collier. Voici la maison Ganami du quartier France de Grand-Bassam. C'est l'un des vestiges de l'époque coloniale qui vaut à la ville historique son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le bâtiment qui était l'une des plus grandes maisons de commerce de l'époque coloniale. En 2012, au moment du classement, le deuxième niveau était accessible, mais aujourd'hui, la rampe qui permettait d'accéder à ce deuxième niveau-là n'est plus accessible. Donc, même si on peut monter dans le bâtiment, ce n'est que le premier niveau, mais là encore, c'est un peu risqué parce que les fondations sont plus de la solidité qu'ils étaient avant 2012. À l'image de la maison Ganami, plusieurs édifices portant le sceau du patrimoine de l'UNESCO perdent progressivement de leur valeur. Ça nous fait mal au cœur tous, parce que c'est un patrimoine riche et puis un grand souvenir pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous sommes tous en train de constater que ces bâtiments risquent de disparaître un de ces jours, ce qui serait vraiment dommage pour le quartier France de Grand-Bassam. Depuis 2012, ces trésors attendent toujours d'être restaurés. Une restauration qui exige des dispositions particulières, notamment préserver la nature du matériau ancien et partant l'authenticité de ces maisons. Il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État dans la partie administrative. On voit que le musée national du costume, qui était l'ancien palais du gouverneur, a été bien rénové. Il y a le premier hôpital, qui est le dispensaire urbain, qui lui aussi est rénové. Il y a l'école régionale qui est rénovée. Donc le constat qu'on fait, c'est que la partie administrative, donc, qui est de façon statutaire propriété de l'État, a un niveau de conservation plus ou moins acceptable. Le gouvernement a engagé d'importants travaux. Au niveau de la mairie, modestement, nous avons entrepris des travaux de réhabilitation du phare. Vous noterez que la cour de la mairie, qui participe justement de cette ville historique, est en plein réaménagement. À côté des biens publics au quartier France, des maisons anciennes appartiennent à des particuliers. Certains propriétaires ont depuis longtemps délaissé ou abandonné leurs biens. Généralement, on se promène dans la ville, on se demande mais elle a acquis cette maison, on ne sait pas. Il faudrait quand même essayer de retrouver les propriétaires, éventuellement s'il en existe, en discuter avec eux. Et puis si effectivement ils sont incapables de faire quoi que ce soit, que l'État réquisitionne ces maisons. Ces propriétaires privés n'ont pas encore totalement intégré la notion de bien universel. On se souvient encore de la destruction en janvier 2019 d'un bâtiment datant du 19e siècle. Le ministère de la Culture a eu la réaction appropriée, une réaction vigoureuse, et des sanctions évidemment ont été prises à l'endroit des auteurs de cet acte, et ce bâtiment sera reconstruit à l'identique. Nous y veillons avec le ministre de la Culture. Quand on est propriétaire d'un bien qui est dans un périmètre classé, eh bien on a des obligations. Alors on peut bénéficier de subventions, mais on a aussi l'obligation d'entretenir ce bien et de ne pas le laisser se dégrader jusqu'à son effondrement. En tout cas, il est absolument interdit de le démolir. La vulnérabilité du quartier France de Grand-Bassam a été davantage mise à nu par les récentes pluies. La ville historique fait partie d'une liste de 96 sites africains consignés dans les registres de l'UNESCO. Lorsqu'un élément de cette liste se meurt, il rejoint une autre liste, celle du patrimoine en péril. Pour l'heure, Grand-Bassam n'en est pas là. Autre actualité nationale, environ 40 journalistes et autres professionnels des médias ont bénéficié il y a quelques jours d'une formation pour renforcer la résilience des populations dans les zones côtières. Ce projet, dénommé WACA, est financé par la Banque mondiale. Théodore Zouzou et Abou Sanogo. La mer avance de 1 mètre en moyenne par an en Côte d'Ivoire. Une avancée non constante qui peut aller jusqu'à 10 mètres. Cette menace
dû au changement climatique et à l'action de l'homme engendre d'énormes conséquences sociales et économiques. Il faut donc sensibiliser la population, d'où une formation à l'attention des journalistes des villes côtières du pays. L'initiative est du projet de gestion du littoral, West Africa Coastal Areas Programme. Qui informe mieux, c'est bien les journalistes. Leur voix est démultipliée. Et donc c'est pour cela que la presse, les médias sont véritablement importants pour le projet WACA. C'est un projet dont une des composantes essentielles concerne la sensibilisation. Plusieurs modules ont été abordés pour permettre aux journalistes de se familiariser avec le vocabulaire du milieu côtier. Que le WACA invite les médias à s'approprier la problématique, pour nous c'était quelque chose d'essentiel. Parce qu'avant de répartir vers la communauté, vers la population, pour leur parler de la problématique, il fallait d'abord que nous-mêmes on s'approprie la question. Donc c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes vraiment contents d'être là. Le projet WACA apparaît pour nous comme une bouée de sauvetage qui permettrait d'endiguer cette érosion déjà et puis d'envisager un avenir meilleur du point de vue du cadre de vie des populations. Le cap est mis sur Port-Boué, la commune balnéaire, pour se rendre compte de l'effectivité des menaces. Par le passé, quand on parlait de résilience, on voyait un mot qui était un peu trop grand. Mais il n'est pas aussi grand que ça. Il s'agit des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir prévenir les dangers, n'est-ce pas, de l'érosion côtière. Il y a des ravages tels que le cas de l'Aouk Manda qui nous a été présenté. Il faut donner, n'est-ce pas, l'information de sorte qu'on puisse éviter toutes ces catastrophes. Il faudrait pour la protection du littoral ouest africain 750 milliards de francs CFA. Si rien n'est fait d'ici à 2050, selon la Banque mondiale, les coûts annuels des dommages causés par les inondations côtières s'élèveront à 5 500 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, la célébration le 28 octobre dernier de la Journée mondiale de la mer. Cette édition 2019 a vu réduire les écarts qui persistent dans les filières maritimes entre les femmes et les hommes. L'enseigné Bakayoko. Le transport maritime reste un univers très masculin. À l'heure actuelle, au niveau de la marine marchande, par exemple, l'Organisation maritime internationale ne recense pas plus de 2% de femmes dans la main-d'œuvre disponible en ce qui concerne la flotte des navires. Un chiffre pas du tout du goût de cette instance qui fait désormais de l'égalité des sexes l'une de ses valeurs fondamentales. Les équipes mixtes sont plus productives que les équipes à prédominance masculine et les lieux de travail mixtes suscitent une plus grande satisfaction au travail et améliorent l'engagement et la fidélisation du personnel. Cette question de la représentation de la gente féminine sur les navires est déjà au cœur de la politique du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il importe donc que l'autonomisation des femmes dans le domaine maritime ne soit pas reléguée au plan de simples slogans. Mon département s'attellera à maintenir allumée la flamme de la sensibilisation et à coordonner toute action visant à contribuer à relever ce défi. À l'entremise de son programme sur les femmes du secteur maritime, la communauté internationale encourage à agir afin que les femmes puissent être formées au même titre que les hommes dans les instituts maritimes et ainsi acquérir le haut niveau de compétences exigé par le secteur. La tradition est maintenant bien installée pour attirer l'attention des décideurs et du grand public sur l'importance de la mer et la nécessité de la préserver, ainsi que pour souligner les actions de cette institution visant à garantir une navigation sécurisée. Mais ces déclarations bien intentionnées ont besoin de s'adapter à la réalité de la vie à bord. Les embarquements au long cours qui heurtent la vie de famille, les problèmes de carrière avec les questions de maternité sont des sujets à prendre en compte pour les femmes tentées par le grand large. La Côte d'Ivoire active sa politique d'ouverture des données publiques. Le ministère du Plan et du Développement a donc restitué récemment les résultats d'une étude sur l'état de préparation du pays à l'ouverture de ces données publiques. Objectif, améliorer la transparence et booster l'efficacité dans l'exécution des politiques publiques. Le point avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire, classée au 93e rang mondial du baromètre des 113 pays concernés par l'ouverture des données.
Ce classement, réalisé en 2017, a motivé une étude sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire à l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire figurer au rang des pays qui fournissent des informations et des statistiques fiables au grand public, ce, conformément à son adhésion en 2015 au partenariat international pour un gouvernement ouvert. L'ouverture des données gouvernementales s'inscrit dans 3 éléments clés de l'agenda du gouvernement du pays. Le premier, la transparence de la gestion publique et la lutte contre la corruption. Deuxièmement, la modernisation de l'administration et notamment une plus grande utilisation des données pour une définition des politiques publiques plus ciblées et la prise des décisions. Le développement de l'innovation, des technologies de l'information et de la communication. On peut vraiment être un gouvernement plus efficient quand nous avons accès à ces données et produire plus et revenir à la vision du gouvernement vraiment d'une émergence qui est soutenue. L'étude menée en 2018 avec le soutien financier et technique du gouvernement américain a permis d'identifier les blocages et les actions à mener en vue de favoriser un plus grand accès à l'information d'intérêt public. Santé, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire va se doter d'une plateforme de génétique moléculaire. Objectif, réduire la mortalité et améliorer la prise en charge des populations. Coût du projet, 180 millions de francs CFA. Christelle Bédéjar et Géoffroy Okambawa. 47 ans après sa création, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire fait face à de nombreux défis dans le traitement des maladies congénitales telles que l'hypothyroïdie, la drépanocytose ou encore le cancer. Autant de pathologies qui nécessitent la mise en place d'une plateforme de génétique moléculaire. L'Institut a mis en place un centre d'appel et d'écoute appelé Colmi pour l'appel à dons relatif à la construction de la dite plateforme. Un projet en partenariat avec une structure de la place. En Afrique, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir dépister un enfant qui est atteint de cette maladie-là. Parce que c'est au bout de 2, 3, 4 ans qu'on se rend compte que l'enfant est affecté. En ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc le combat est justement d'acquérir la plateforme technologique qui permet systématiquement de procéder au dépistage de tous les nouveau-nés en Côte d'Ivoire. J'ai des jumeaux de 3 ans dont l'un a été dépisté porteur de l'hypothyroïdie congénitale. Aujourd'hui, tous les 2 enfants sont normaux. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il a été dépisté à la naissance. Donc, s'il n'avait pas bénéficié de ce dépistage-là, aujourd'hui, j'aurais eu un enfant serpent, comme on le dit ici en Afrique. Les maladies génétiques congénitales, c'est à la naissance. Le problème des cancers et puis le problème d'insuffisance rénale chez les enfants en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont besoin d'être greffés. Et s'ils sont greffés, ils ont une vie normale. Ce sont 180 millions de francs CFA qui sont attendus pour la construction du centre de dépistage des maladies congénitales pour une contribution minimum de 100 francs CFA par personne payable via Mobile Money. Des images à présent. Cette caravane sillonne actuellement toutes les régions pour amener les peuples de Côte d'Ivoire à cultiver les valeurs humaines et morales. L'Union européenne Magic Tour était récemment à Mans, dans la région ouest. L'UE Magic Tour a exhorté les populations à mettre fin aux mutilations génitales féminines. Un drame à Bafoussam, dans la région ouest du Cameroun. Au moins 42 personnes ont péri dans la nuit de lundi à mardi dans un glissement de terrain qui a également emporté une dizaine de maisons. Le président camerounais Paul Biya a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Enfin, aux États-Unis, la Chambre des représentants a reconnu formellement hier le génocide arménien lors d'un vote symbolique inédit, vote qui a d'ailleurs suscité la colère de la Turquie au moment où les relations américano-turques sont déjà mises à rude épreuve. À noter que c'est la première fois qu'une telle résolution est adoptée en séance plénière d'une des chambres du Congrès à Washington. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition.